quand on cherche à optimiser un objet technique ou un service technique ou un système technique, on pense toujours au concepteur. Et c'est normal parce que le concepteur et l'équipe de conception a un rôle déterminant dans le produit ou dans le service qu'il va mettre à disposition. Et on oublie, je considère que c'est une lacune grave, de parler des premiers utilisateurs. Pourquoi je veux parler des premiers utilisateurs? Eh bien parce que ces premiers utilisateurs ont un rôle évident sur la diffusion du produit ou du service, ça ne pose aucun problème, mais ils ont un rôle non moins important sur le processus d'innovation lui-même, en suggérant des applications qui n'ont pas été pensées au départ, ou en suggérant aussi des nuisances et en faisant faire attention aux nuisances auxquelles le concepteur n'a pas pensé. Et ce rôle des utilisateurs dans la diffusion des produits ou services technologiques est tout à fait essentiel. Autrement dit, si on veut avoir une culture collective technologique, si on arrive à avoir une culture collective technologique, et non pas soit n'a pas pour le neuf, soit au contraire une aversion pour le neuf, il est extrêmement important de diffuser des bases technologiques à toute la population et pas seulement aux ingénieurs ou aux techniciens. C'est la raison pour laquelle notre académie plaide aujourd'hui pour une diffusion des bases de la technologie à tous les élèves dès la classe de seconde. Alors, pour donner à penser, je vais prendre un exemple. Lorsque on a cherché en France à faire des trains à très grande vitesse, eh bien, il y avait sur le marché des procédés qui étaient sur le plan technologique très innovants. Le procédé Bertin était probablement beaucoup plus innovant que le procédé Alstom, qui n'a utilisé que des technologies qui auraient pu être mises en œuvre un siècle plus tôt. La suspension des voitures pour éviter d'avoir des ressorts trop petits était imaginable. La théorie des ressorts, elle doit monter au XVIIe siècle. Le transformateur à fréquence variable pour adapter l'impédance de la locomotive sur son système, c'était pas non plus une révolution. Au XIXe siècle, on y avait déjà songé. Quant au rail soudé, que l'on avait évité pour faire une césure au bout des rails traditionnels, eh bien, il suffisait de penser à les attacher très solidement au ballast pour pouvoir les faire. Autrement dit, il n'y avait pas d'innovation technique dans le procédé Alstom. Et pourtant, c'est celui-là qui a été retenu par la SNCF et qui a fait un tabac en France, mais qui a fait un tabac dans le monde. Et pourquoi? Eh bien, on s'en est aperçu très vite. En faisant Paris-Lyon en 2 heures, on a fait Paris-Grenoble en 3 heures, puis Paris-Genève en 3 heures, puis Paris-Marseille en 4 heures. Autrement dit, à partir du moment où on acceptait de faire rouler, on pouvait faire rouler un TGV sur une ligne normale, ce qui n'était pas possible dans le procédé Bertin, ça n'était plus Paris-Lyon, c'était Paris, tout le sud-est de la France, qui était disponible pour un aller-retour dans une journée. Et en 2-3 décennies, et avec un nombre de lignes dédiées relativement réduites, on est arrivé à faire en sorte que toute la France apparaisse depuis Paris ce qu'était chaque département de Napoléon Ier depuis la préfecture, c'est-à-dire un lieu dans lequel on pouvait aller et retour dans la journée. Autrement dit, l'objectif était beaucoup plus diversifié que ce que la technologie elle-même permettait de donner, parce qu'elle était compatible avec la technologie d'avant. Autrement dit, grâce à cela, on voit qu'il y a 2 ressorts essentiels pour le succès d'une technologie. Le premier, c'est la diversité de ses applications. Et le deuxième, eh bien, c'est le fait de pouvoir trouver des utilisateurs qui vont avoir confiance parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent, et d'autre part parce que c'est quelque chose qui va leur rendre des services individuels. Et donc on voit bien là un procédé
qui est à la fois imaginée par ce que l'on appelle la technologie génétique de Simondon et tout à fait mise en œuvre par ce qu'on appelle désormais la technologie générique, autrement dit la science qui permet de rechercher la création et l'innovation. Donc, ceci fait appel à un très grand nombre d'utilisateurs et nécessite une culture technologique de la population qui est visée. Je crois que l'exemple que j'ai pris sur le TGV, eh bien, on peut le décliner pied à pied pour la ville numérique. Les avantages de la ville numérique par rapport à tout ce que l'on peut imaginer par ailleurs, eh bien, sont au nombre au moins de 3. Le premier avantage de la ville numérique, c'est qu'il fait appel à une technologie qui implique l'individu. Impliquant l'individu, mais il implique tous les individus. Et on disait autrefois de 7 à 77 ans, mais de 5 ou 4 à 77 ans, et j'espère plus, puisque moi j'approche des 77 ans. Autrement dit, c'est quelque chose qui parle à la totalité de la population. Et donc, parlant à la totalité de la population, c'est un ferment de lien pour ce que je tiens à appeler le collectif urbain durable. Autrement dit, cet objectif de faire une ville, c'est-à-dire une collectivité de citadins et d'usagers de la ville qui va avoir intérêt à vivre ensemble et à se porter ensemble. Donc le premier est le numérique, c'est une arme de lien tout à fait extraordinaire. Le deuxième usage et intérêt du numérique, eh bien, c'est sa capacité à organiser. D'ailleurs, informatique, ça vient du terme organisation, et ça tient à organiser des liens entre les objets, entre les données, entre les mesures et les contrôles. Autrement dit, c'est cette facilité d'organisation, et cette facilité d'organisation, c'est l'essentiel dans un collectif urbain durable que d'être organisé, de prévenir les dérives et de le faire de manière tout à fait cohérente. Le troisième intérêt du numérique, c'est que c'est un art qui est favorable à la création des petites structures d'entreprise. On sait bien en France des très grands groupes qui sont tout à fait opérationnels pour faire des systèmes extraordinairement compliqués. On pense au nucléaire, on peut penser à l'espace, mais on a beaucoup moins de ces toutes petites structures qui servent de production, de conception et de production des technologies de base. Or, on sait que quand on va se présenter sur des marchés aussi bien nationaux que mondiaux, la part de ces technologies de base, quand vous regardez, vous achetez un ordinateur, un appareil photo, ben vous voyez Made in Japan ou Made in China. Et vous ne voyez pas Made in France dans ces objets de base. Or, précisément, le numérique peut être créé par des petites structures dès lors qu'on fait cette incitation aux petites structures. Et le rêve de ces opérations, l'objectif de ces opérations, c'est celui qui est porté par les Living Labs. Nous avons à l'intérieur du pôle de compétitivité Advancity formé et proposé, ça a été appréhendé par les Living Labs européens, le terme de Urban Lab, dans lequel il y a le EUR d'Europe ou et Urban de ville, et le Urban Lab est précisément cette structure qui est dédiée à ces clusters d'un type nouveau qui sont favorables à la création de ces opérations. Et donc le numérique se trouve, je crois, un des objectifs les plus essentiels qui va se retrouver à la fois dans la technologie générique, dans la capacité à créer des petites structures et dans la capacité à concrétiser un collectif urbain.